la ministre. Je voulais simplement revenir sur ce que vous avez dit plus tôt en insistant sur ce que nous avons compris au début, à savoir qu'il y a un processus de Nairobi et ensuite le processus du Rwanda. Mais maintenant que cela est combiné avec ce que nous avons ici en Amérique, la question est la suivante. Le Rwanda a reconnu, je ne sais pas, le Congo a accusé le Rwanda d'avoir fait entrer les RDF avec le M23 sur notre territoire, n'est-ce pas? Mais ce que nous ne savons pas, c'est si cet accord aborde aussi le fait que le Rwanda a amené les RDF sur le territoire congolais et qu'ils accompagnaient le M23. Parce qu'il y a deux processus différents et ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment on va faire pour faire sortir les troupes du Congo, les troupes du RDF, si elles sont toutes déguisées avec les mêmes uniformes que le M23. Donc c'est un problème un peu complexe à ce niveau-là. Et puis l'autre question, un suivi sur la résolution 2773 de l'ONU. L'accord de Washington sera-t-il différent de tout ce qui a été décidé entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'ils ont adopté la résolution 2773 qui reconnaissait que le M23, avec le RDF, avait envahi le Congo parce qu'à ce jour, le Rwanda n'a jamais admis l'avoir fait. Donc merci. Merci beaucoup. Donc, la première question, avons-nous une équipe pour assurer le suivi de l'accord sur le terrain? Et je pense que c'est une question tout à fait légitime. Je pense que ce que nous avons beaucoup vu, ce sont nos engagements de très haut niveau, bien sûr, et ils ont été beaucoup plus couverts par les médias. Avant tout, les efforts inlassables de son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi pour ramener la paix en RDC et dans la région au sens large, ainsi que d'autres efforts menés par le gouvernement. Et cela peut, si vous voulez, éclipser d'autres efforts qui sont en cours. Cela crée peut-être l'apparence ou l'illusion que c'est uniquement là que le travail se fait. Mais je pense que ce qui est important dans cette crise spécifique, c'est qu'elle nous a aussi rendus beaucoup plus conscients de nombreux manquements entre la vision et sa mise en œuvre. Et je pense qu'un travail considérable a été investi, ainsi que des efforts importants pour combler cet écart et s'assurer précisément que nous sommes mieux préparés. Que nous soyons mieux préparés à affronter les défis auxquels nous avons été confrontés ces derniers mois, ces dernières années, et aussi pour s'assurer précisément que cet accord sera, espérons-le, le dernier que nous aurons à signer, que ce processus sera, espérons-le, le dernier processus de paix que nous aurons à traverser. Et donc, à cet égard, des efforts considérables ont été investis. Et encore une fois, c'est simplement dans la nature des choses de se concentrer, si vous voulez, sur les grandes figures, si l'on peut dire ainsi. Mais c'est toujours un travail d'équipe. Il y a un visionnaire et il y a ceux qui mettent cette vision en œuvre. Quand on regarde même cet accord ici, ce tout nouvel accord monumental signé à Washington, D.C., par moi en tant que ministre des Affaires étrangères, il repose sur les épaules d'une équipe dévouée, qui travaille sans relâche là-dessus depuis des mois. Une équipe dont certains membres sont ici avec nous aujourd'hui. Et donc, oui, je peux dire avec confiance que nous avons les personnes sur le terrain, nous avons les équipes dont nous avons besoin et surtout, nous avons la détermination nécessaire pour nous assurer d'aller jusqu'au bout. La détermination aussi, avec lucidité, d'aborder les lacunes que nous devons combler afin de ne plus jamais nous retrouver dans une situation où nous sommes sous une telle pression. À quel point sommes-nous confiants que le Rwanda respectera son engagement? Encore une fois, vous savez, beaucoup de choses là-dedans. Des efforts diplomatiques que nous menons depuis des années face à cette crise ont précisément consisté à établir les responsabilités.
Nous n'aurions jamais obtenu une résolution du Conseil de sécurité si nous n'avions pas été aussi méticuleux dans l'établissement des responsabilités, et je pense que c'est aussi ce qui est important dans cet accord. Nous avons un accord qui a mis en place des mécanismes permettant de rendre tous les acteurs responsables. Maintenant, quand on traverse des mois, voire des années de tensions, de conflits, même au niveau diplomatique, vous savez, on atteint parfois un point où il y a une rupture de confiance. Et je pense que c'est là que les accords sont justement très importants parce qu'ils posent les bases pour un rétablissement progressif de la confiance à travers certains gestes. Et je pense que c'est là-dessus que nous nous retrouvons. Sur quoi il faut se concentrer en ce moment? Ce serait une erreur de notre part de nous focaliser sur la méfiance qui a caractérisé nos relations pendant très longtemps. Je pense qu'il est bien plus important de se concentrer sur l'opportunité que cet accord offre. Un accord qui établit des responsabilités claires mais qui prévoit aussi un plan de secours grâce à des mécanismes qui supervisent sa mise en œuvre. Je préfère inverser la perspective et me concentrer sur l'opportunité actuelle sans retomber, si vous voulez, dans le piège de la méfiance qui, parfois, a caractérisé nos relations avec le Rwanda. En ce qui concerne les prochaines étapes, je pense que l'un des aspects clés sur lesquels l'accord met l'accent est précisément l'élément du CONOP. Donc, le concept d'opération qui prévoit, comme il s'agit d'un concept d'opération, un document très technique et détaillé qui précise exactement comment nous voulons respecter et mettre en œuvre les efforts concernant les préoccupations sécuritaires de la RDC et du Rwanda. Dans le cas de la RDC, comme je l'ai dit, il s'agit du désengagement des forces et le CONOP le détaille de manière très élaborée. Et dans le cas du Rwanda, il s'agit de la question de la menace posée par les FDLR. Donc je pense que c'est la prochaine étape la plus imminente. Bien sûr, cela va de pair avec l'équipe qui sera mise en place pour superviser. Donc, le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, si c'est bien le bon acronyme, exactement, qui sera mis en place. Donc je pense que c'est l'une des prochaines étapes les plus imminentes. C'est précisément la constitution de cette équipe qui va ouvrir la voie au suivi de la mise en œuvre de cette opération, notamment la question de la distinction entre les RDF et le M23 sur le terrain. Donc, lorsqu'on parle d'un désengagement des forces, comme vous l'avez dit, il s'agit de s'assurer que nous sommes en mesure de distinguer qui est qui et de ne pas nous retrouver dans une situation, si je vous comprends bien, où certaines forces prétendraient appartenir à un autre groupe. Je pense qu'ici, cela met très clairement en évidence la forte corrélation entre les deux processus. Si vous voulez, on peut appeler l'un le processus de Washington, où nous avons lu la signature de l'accord aujourd'hui, et d'autre part, le processus de Doha, parce que le processus de Doha aborde précisément la question du M23. Et je pense, encore une fois, que nous avons réalisé des avancées très importantes lors de ces discussions et nous sommes impatients de vraiment, vous savez, capitaliser sur l'élan d'aujourd'hui pour nous assurer que nous parvenions à un accord. Et je pense qu'à travers ces deux accords, nous aurons une convergence et nous aurons la capacité d'établir des moyens de traiter avec les deux groupes respectifs, ce qui offrira effectivement une plus grande transparence et nous permettra effectivement de nous mettre en position de pouvoir distinguer quels éléments appartiennent à quel groupe, force ou à quelle entité. Donc je pense qu'il s'agit de s'assurer que nous restons engagés et que nous restons sur la bonne voie en ce qui concerne le processus de Doha, précisément pour garantir que nous ayons cette convergence et que les deux processus se renforcent mutuellement. Entre nous, nous allons juste prendre une dernière question et puis
Je pense que peut-être là, pas de soucis. Je pensais pouvoir t'aider. C'est comment les accords répondront-ils aux besoins et préoccupations spécifiques des femmes et des filles touchées par la situation? Comment la voix des femmes sera-t-elle incluse dans la mise en œuvre et le suivi des accords? Et comment les accords de paix aborderont-ils la question cruciale de l'impunité pour les groupes responsables de crimes de guerre, comme les atrocités commises contre des civils innocents? Rectime égale 0,5S, c'est une question fondamentale. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci infiniment pour ces questions très pertinentes et vraiment importantes sur des sujets pour lesquels nous savons qu'il y a énormément d'attentes de la part du public. La question des besoins spécifiques des femmes et des filles, ainsi que celle d'amplifier ou de garantir l'inclusion des voix des femmes dans la mise en œuvre des décisions de l'accord de paix, est essentielle. Je pense qu'on ne peut pas envisager une paix durable et consolidée si celle-ci repose sur une approche qui exclut celles qui ont supporté la plus grande part du fardeau de la guerre. Et donc, lorsqu'il s'agit des besoins spécifiques des femmes et des filles, et je sais que l'accord sera examiné de près, je pense que ces questions sont abordées, en particulier dans les chapitres qui traitent de l'accès humanitaire, dans les chapitres qui portent sur la nécessité d'assurer une meilleure protection des civils, ainsi que sur le retour digne des personnes déplacées internes et des réfugiés. Et il se peut que cela ne soit pas au niveau de détails précis que l'on pourrait espérer ou attendre, mais je pense que l'accord comporte des dispositions très claires à ce sujet et que, lorsque nous examinerons la mise en œuvre plus concrète de ces aspects, il y aura beaucoup de possibilités pour structurer les comités, les structures à mettre en place, quels que soient les mécanismes nécessaires, afin de s'assurer que les voix des femmes soient incluses. Par exemple, lorsque nous parlons de la question des réfugiés et du retour digne des réfugiés dans leur communauté, cela va de pair avec l'implication du gouvernement congolais, des autorités coutumières et locales congolaises, mais aussi des communautés locales. Et c'est précisément là que nous créons l'espace pour que les voix des femmes et des filles soient entendues. Il s'agit aussi de s'assurer que les retours se fassent de manière digne. Mais une manière digne signifie aussi une manière qui prend en compte les besoins spécifiques des différentes catégories de la société, et cela inclut les femmes et les filles. Je pense donc que ce sont des domaines où, lors de la mise en œuvre, nous aurons plus de marge pour aller dans le détail, pour approfondir davantage, ce qui n'est peut-être pas reflété dans l'accord tel qu'il existe actuellement, mais en même temps, c'est une leçon que la RDC a apprise à de nombreuses reprises et c'est aussi une richesse que la RDC possède et qu'elle ne peut pas se permettre de perdre dans un effort aussi crucial de consolidation de la paix. La question de l'impunité est extrêmement pertinente. Je pense qu'il est important de souligner, tout d'abord, qu'il y a eu beaucoup de progrès en plus du processus de paix à Washington. Et aussi global qu'un accord cherche à l'être, très souvent il ne peut pas l'être. Très souvent, il y aura des éléments qui ne sont pas entièrement, voire pas du tout, reflétés. Je pense que les éléments de justice sont ancrés dans l'esprit de l'accord, mais je pense aussi que nous avons un aspect très important. Des progrès qui ont été réalisés parallèlement à cela. Je veux donc souligner le fait que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé d'envoyer une commission d'enquête indépendante dans l'Est de la RDC afin d'établir les faits concernant les violations qui ont été commises, les violations des droits de l'homme, les violations du droit international humanitaire qui ont eu lieu ces dernières années dans l'Est de la RDC.
Je pense donc que c'est un signal extrêmement important. Même si cela ne se reflète peut-être pas de manière très détaillée dans l'accord, il s'agit d'une avancée importante qui a eu lieu et qui se déroule, si vous voulez, de façon complémentaire à tous les efforts en cours concernant l'accord de paix et sa mise en œuvre. En plus de cela, il y a aussi la décision récente de la Cour africaine de considérer comme recevable la requête de la RDC. A déposé plainte pour violation de son intégrité territoriale par le Rwanda. Je pense donc que ce que nous voyons, et ce que nous avons vu dans d'autres conflits, c'est que tous les éléments qui contribuent à la paix et à une paix durable ne sont pas toujours intégrés dans un seul et même instrument. Très souvent, il existe d'autres voies qui convergent vers ces efforts et qui les complètent. Et je pense que la question de l'impunité fait partie de ces sujets où l'on observe beaucoup de dynamique dans d'autres contextes et de nombreux signes encourageants. Néanmoins, je pense que l'accord est également très explicite sur la question de la possibilité ou des conditions d'intégration des anciens combattants des groupes armés dans les forces nationales. Et il est très clair sur le fait que ce n'est pas une question qui peut être traitée de manière générale. Il s'agit donc d'une analyse au cas par cas. Cela implique une responsabilité individuelle. Cela signifie qu'il faut s'assurer de ne pas procéder de la même manière que par le passé, ce qui, malheureusement, nous a coûté énormément. Alors que, si vous voulez, nous récompensons la rébellion, nous récompensons le fait de prendre les armes par certains privilèges sans tenir compte de ce dont les individus se sont rendus coupables. Et je pense que c'est un aspect extrêmement important qui est dûment reflété dans l'accord. Donc, comme je l'ai dit, il y a des éléments clés concernant l'impunité et la lutte contre l'impunité qui figurent dans l'accord. Et en même temps, nous sommes également très encouragés et renforcés de voir qu'il y a beaucoup d'efforts, menés aussi par des organisations locales de la société civile, qui poussent vers une position plus ferme dans la lutte contre l'impunité et aussi pour la responsabilité concernant les graves violations des droits de l'homme qui ont été documentées dans l'Est de la RDC. Non, non, s'il vous plaît, non. Nous allons juste prendre une toute dernière question. Hesididis, vous aviez donc déjà tellement de questions. Nous entendrons une voix que nous n'avons pas encore entendue. Je prends simplement une décision exécutive. Merci beaucoup. Madame la ministre, merci beaucoup pour tout le travail acharné. Je pense que tu te démarques des autres. Nous apprécions tout le travail que vous faites pour faire ce que vous faites. Il y a quelques heures, j'étais dans une pièce. Nous avons assisté à la signature et on pouvait voir l'enthousiasme. Du côté américain, vous voyez le secrétaire Rubio aime. Goulot, même le président Trump, quand vous parlez de cet accord, il est tellement excité. Mais quand vous regardez l'autre partie, les deux autres parties, la partie congolaise et la partie rwandaise, le langage corporel était en quelque sorte, vous savez, vous n'aviez pas la même excitation que la partie américaine. De quoi as-tu peur? Alors, merci pour cette question. Donc, vous savez, je pense que le langage corporel est avant tout une question très spécifique à chaque culture. Et donc, même si certains peuvent exprimer ou montrer leur enthousiasme d'une manière peut-être plus visible pour certains observateurs, cela ne veut pas dire que d'autres, qui expriment leur excitation différemment, ne ressentent pas le même niveau d'enthousiasme. Encore une fois, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation et l'analyse du langage corporel de chacun, mais je pense que, vous savez,
C'est ça qui est formidable avec un événement d'une telle ampleur. Vous avez un texte, tout le monde va devenir expert juridique, ils vont le décortiquer, analyser chaque partie et examiner tous les articles. Ensuite, il y a les vidéos, tout le monde va devenir expert en langage corporel et dire « Ah, elle a froncé les sourcils, elle a souri, elle a pleuré. » Et puis, tout le monde va se prendre pour un expert. Et je pense que tout cela fait partie de l'effervescence qui entoure un tel accord. Je tiens simplement à souligner les mots que j'ai prononcés aujourd'hui, tant au département d'État qu'à la Maison-Blanche. C'était une occasion extrêmement solennelle pour nous. Peut-être que cela n'a pas été visible pour certains, mais nous avons signé cet accord. Et je pèse chacun de mes mots, nous avons signé cet accord aujourd'hui avec le poids de toute notre population sur nos épaules, avec la souffrance de notre population sur nos épaules, avec la responsabilité de nous assurer que nous ne pouvons pas échouer. Donc, même si peut-être que le langage corporel ne l'a pas montré, croyez-moi, ce n'était pas un exercice facile. Ce n'était pas un exercice pris à la légère pour nous. Et nous sommes très conscients du poids historique et de la responsabilité qui nous incombe. Et nous ferons tout notre possible pour être à la hauteur du défi. Et nous ne ferons pas, malheureusement peut-être pour vous, tout notre possible pour satisfaire la curiosité ou les attentes de certains spectateurs sur la façon dont nous devrions nous comporter, ou de transmettre un message par le langage corporel. Merci beaucoup. Merci infiniment.